Alors pour commencer, qu'est-ce que c'est que l'Anthropocène tel que ça a été proposé par des scientifiques de plusieurs disciplines, la climatologie, la chimie de l'atmosphère, l'écologie globale, qui se sont fédérés autour d'un champ interdisciplinaire qu'ils appellent les sciences du système Terre. Et ils ont proposé le terme d'Anthropocène pour signifier que ce que nous vivons, c'est pas une crise écologique. C'est comme ça qu'on l'a appelé ces dernières décennies, parce qu'une crise écologique, ça laisserait entendre que c'est une difficulté passagère, qu'en quelques années ou décennies de bonne politique environnementale, on allait traverser. Ce à quoi nous faisons face aujourd'hui, c'est pas une crise, c'est un changement de régime de la planète. C'est un bouleversement de la géologie de notre planète. Et ils appuient ce constat sur le fait que quand bien même nous serions parfaitement vertueux et nous cesserions d'émettre des gaz à effet de serre aujourd'hui, étant donné l'inertie du système climatique de la Terre, il faudrait plusieurs siècles, voire plusieurs millénaires pour retrouver à peu près le système climatique du XVIIIe siècle. Donc il y a une inertie de l'ensemble des phénomènes planétaires qui font qu'on est déjà, l'action humaine et sa réversibilité possible ne se situe plus à l'échelle des années ou des décennies, mais à l'échelle des millénaires. Donc ça c'est un premier élément, et le deuxième élément c'est qu'ils nous disent on est dans l'Anthropocène, c'est-à-dire qu'on a quitté l'Holocène. On a changé d'époque géologique. Alors qu'est-ce que c'est que l'Holocène? C'est les 12 000 dernières années depuis la fin de la dernière glaciation. Il se trouve que cette période-là, à l'échelle des centaines, les dernières centaines de milliers d'années, ces 12 000 années-là sont une période relativement stable de la Terre. Le niveau des océans a très peu varié et la température moyenne du globe a très peu varié sur ces 12 000 ans. On restait dans des fourchettes de variation assez faibles par rapport à d'autres périodes géologiques. Et comme par hasard, c'est dans ce moment relativement stable et confortable de la planète que les sociétés humaines ont pu se développer, fleurir, multiplier les langues, multiplier les civilisations et aboutir à une diversité culturelle et humaine qu'on connaît aujourd'hui. Et donc, en disant on est sorti de l'Holocène, ça veut dire on est sorti de cette période relativement stable de notre habitat terrestre, et on est en train de rentrer dans autre chose, dans un autre état de la planète, potentiellement moins habitable, avec des régions entières qui pourraient être rendues inhabitables par les tempêtes, par la montée des eaux, par des températures extrêmement fortes pendant toute une partie de l'été qui feront qu'on aura des régions très très vastes qui seront tout simplement inhabitables ou très difficilement habitables. Donc c'est une façon de reproblématiser notre situation environnementale en montrant la gravité ou la resituer dans une échelle de temporelle qui est celle de la géologie. La dernière fois qu'il y a eu autant de carbone dans l'atmosphère, c'était il y a 3 millions d'années. La dernière fois que les océans ont été aussi acides, parce que les océans absorbent une partie du carbone qu'on émet, c'est il y a 300 millions d'années. Or, on sait que l'acidité des océans, à l'échelle des diverses crises d'extinction qu'on a connues depuis les 4 milliards d'années de la planète, sont souvent corrélées à des extinctions extrêmement fortes de la faune marine. Et la dernière fois qu'il y a eu une crise de biodiversité aussi rapide et étendue qu'aujourd'hui, c'était il y a 65 millions d'années. Donc ça nous situe à des échelles extrêmement importantes, sachant que Homo sapiens, notre espèce, c'est 300 000 ans à peu près. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la Terre, elle s'en sortira.
Elle a déjà connu des plus graves risques que ce qui est en train d'arriver d'aujourd'hui. Elle n'a pas besoin de nous, les humains, pour la sauver, etc. Il y a des bactéries qui vivent très bien dans des cuves radioactives. Donc le vivant a malgré tout des très bonnes chances, la Terre et le vivant ont des très bonnes chances de s'en sortir. Par contre, ce que veut dire l'Anthropocène et ces échelles géologiques, c'est que nous, les humains, qui existons depuis 300 000 ans, nous sommes confrontés aujourd'hui et dans le futur très proche à des états de la planète qu'Homo sapiens n'a encore jamais connus. On n'est pas préparé à ça, ni culturellement, ni biologiquement. Biologiquement, c'est un sens un peu darwinien, on n'est pas préadapté aux états futurs de la planète qui sont devant nous. C'est quand même un peu réductionniste de poser ça uniquement comme ça, mais également culturellement. Vous savez qu'il y a des mythes aborigènes en Australie qui rendent compte de transformations de l'état de leur environnement sur plusieurs dizaines de milliers d'années. Que nous-mêmes, dans la Bible, avec le déluge, nous avons une réflexivité sur des évolutions du passé de notre planète. Ces mythes, ces contes, ces récits des origines que nous nous racontons en tant qu'humains, notre capacité culturelle à nous souvenir d'événements, de nos interactions avec notre environnement sur plusieurs dizaines de milliers d'années, elle n'est pas assez importante pour faire que nous ayons une expérience culturelle de ce qui s'est passé il y a 3 millions d'années, il y a 65 millions d'années ou 300 millions d'années. Donc culturellement, nous n'héritons pas de récits qui nous permettraient de savoir nous repérer aujourd'hui. C'est ça que il y a une sorte de disjonction entre l'échelle de notre expérience humaine et l'ampleur des bouleversements des conditions d'habitabilité de la planète. Ça, c'est un peu un premier point, c'est de dire l'Anthropocène, ça consiste à prendre la mesure de l'ampleur des impacts des activités humaines sur notre Terre. Donc c'est de dire les humains sont une force géologique, sont devenus une force tellurique. On nous a appris la géologie au lycée et l'histoire de la Terre comme étant entièrement mue par des facteurs extra-humains, les variations de l'activité du Soleil, la tectonique des plaques, la variation de l'orbite de la Terre autour du Soleil, plus ou moins proche. C'est comme ça qu'on nous a appris l'histoire de la Terre jusqu'à présent. L'Anthropocène, ça consiste à dire, maintenant, les humains sont aussi un facteur de l'histoire de la Terre. Nous sommes une force géologique. Mais inversement, l'Anthropocène, ça veut dire aussi que les transformations de la géologie de la planète transforme nos vies, transforme nos corps, transforme la géopolitique dans laquelle nous vivons, transforme la possibilité ou la qualité des démocraties dans lesquelles nous vivons. Parce que, évidemment, dans un monde dans lequel il y aurait des centaines de millions de personnes obligées, à peu près 50 cm de hausse des niveaux de la mer, c'est entre 200 et 500 millions de personnes qui doivent quitter leur maison, notamment dans le delta du Nil et en Inde et Bangladesh. Donc c'est des centaines de millions de personnes qui sont violentées, jetées hors de leur foyer, qui se retrouvent sur les routes et qui deviennent ce que les institutions internationales appellent des migrants climatiques ou des réfugiés climatiques. Dans un contexte comme ça, quand on voit comment l'Europe s'est retrouvée dans une crise politique lorsqu'il s'agissait d'accueillir à peu près 1 million de réfugiés de Syrie, les évolutions politiques que ça a générées, la poussée de l'extrême droite, des frilosités, des racismes qu'on a connus depuis 7 ou 8 ans, de se dire dans quel monde, quelles évolutions politiques vont être causées par la mise sur les routes de centaines de millions de personnes et non pas 1 million, on peut imaginer qu'on ne vivra pas dans le même monde, même en Occident relativement protégé, qu'on va avoir des évolutions politiques extrêmement problématiques. Et d'autre part, ça sera aussi un monde où les tensions sur les ressources
vont être accrues et où donc on aura des phénomènes de concurrence entre grandes puissances ou très grandes puissances, peut-être les États-Unis et la Chine principalement, qui sont en lutte aussi bien au Moyen-Orient qu'en Afrique et ailleurs, pour étendre leur influence et leur capacité à drainer les matières premières dont elles ont besoin pour la course à la puissance et la course économique qu'elles sont en train de se livrer. Donc on peut imaginer que le XXIe siècle ne sera pas forcément plus long fleuve tranquille, plus joyeux en termes de valeur des vies humaines, plus pacifique que ne l'a été le milieu du XXe siècle, avec ces deux grandes boucheries, avec l'Holocauste, etc. Dans une situation planétaire extrêmement dégradée, c'est, disons, l'ensemble des équilibres sociaux et politiques qui vont être bouleversés, qui commencent déjà à l'être. Quand on voit Trump, Bolsonaro, etc., on voit bien qu'il y a des nouvelles configurations politiques qui tendent vers la post-démocratie qui sont déjà en train de se mettre en place. Donc du coup, ce qui est frappant dans ce que je viens de brosser, évidemment, c'est de la prospective un peu facile. Je ne suis pas devin, je ne suis pas Madame Soleil et je ne cherche pas à faire peur. Il n'y a pas de certitude dans ces évolutions-là. Hein. Je dis simplement, dans une planète dégradée, la géopolitique risque d'être profondément bouleversée. On le voit par exemple... enfin non, je vais pas rentrer là-dedans. Je pensais à parler de l'Arctique. Bon, c'est pas... ce qui est intéressant, c'est que dans les 2 derniers siècles, on a eu tendance à penser la Terre, la nature, l'environnement comme un cadre à l'intérieur desquels l'histoire humaine se fait. La nature ne bouge pas trop. C'est une espèce de théâtre dans lequel se jouent les histoires humaines, les passions humaines, les affrontements humains. Et ça a été dit très explicitement par des penseurs de la modernité industrielle, au moment où se séparent les sciences de la vie et de la terre des sciences humaines et sociales. En gros, Lyell, à la naissance de la géologie dans les années 1820-1830, il dit l'histoire de la Terre, elle est profondément non touchée par les activités humaines. L'humain est un moustique qui ne pèse rien pour expliquer les mouvements géologiques de la Terre. Et inversement, Michelet, en France, un historien, qui est un des acteurs importants de l'institutionnalisation de ce que vont devenir les sciences humaines et sociales en France, dit l'histoire se définit par l'innovation humaine, par le fait que les humains sont mobiles, innovants, qu'ils se transforment, qu'ils avancent, qu'ils progressent, alors que la nature, elle, ne bouge pas. Il le dit comme ça. Nous sommes capables de construire des tunnels, le canal de Suez, de Panama, etc. La nature est une sorte de substrat immobile à l'échelle des temps historiques. Certes, elle bouge à l'échelle des temps géologiques, mais c'est très, 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 très lent par rapport à notre temporalité humaine à nous. Et donc, il y a cette idée qu'à l'échelle humaine, la nature, la Terre sont immobiles et que nous seuls, les humains, avons cette capacité de mouvement. Et c'est nous qui mettons en mouvement la Terre par notre mise en valeur. Nous avons des ressources fossiles qui sont inertes sous la Terre, nous avons la capacité de les sortir, de les brûler et d'en faire quelque chose qui génère du mouvement. C'est la notion de ressource. Hein. La ressource, c'est voir la nature et le monde comme un stock immobile qu'on prélève et qu'on met en mouvement. Il y a une sorte, c'est ce que le philosophe allemand Sloterdijk a appelé l'utopie cinétique de la modernité. On s'est imaginé que la nature était à notre échelle immobile et que nous seuls étions en mouvement. C'est également quelque chose qu'on retrouve au début de la sociologie, donc des sciences sociales en France, Durkheim, qui est contemporain de la naissance de la LDH, qui disait « on ne peut expliquer un fait social qu'à partir d'un autre fait social ». C'est-à-dire que pour comprendre les évolutions des sociétés, on n'a pas le droit d'aller chercher des paramètres extrasociaux. On n'a pas le droit de dire que c'est la météo qui explique les suicides. On n'a pas le droit de dire, etc., etc. Donc il est interdit
pour faire des bonnes sciences sociales, d'invoquer des facteurs extrasociaux pour comprendre l'évolution des sociétés. Ça renvoie à la même idée que la nature, finalement, est inerte, est extérieure, est immobile et n'a pas d'agentivité pour expliquer notre devenir historique et social. Et c'est de cette conception-là, d'une séparation entre le temps de la nature, le temps des humains, entre l'agentivité de la nature et l'agentivité humaine, que l'Anthropocène nous sort. Puisque nous agissons à l'échelle géologique, et les transformations de la planète transforment nos vies humaines et nos systèmes politiques. Et un très bel exemple qui raconte ça, c'est le livre de Timothy Mitchell qui s'appelle Carbone Démocratie, qui raconte l'histoire des démocraties occidentales en s'intéressant à leur base énergétique. Et il nous défend l'idée qu'on ne peut pas comprendre les agencements de nos démocraties, les équilibres entre différentes classes sociales qui se sont affrontées au cours de l'histoire, si on ne prend pas en compte des facteurs extrasociaux, et notamment l'énergie, les propriétés physiques du charbon et du pétrole ont des effets sur les rapports de force sociaux. En gros, je vous fais l'argument très très rapidement. Fin 19e, les sociétés industrielles reposent presque entièrement sur le charbon comme base énergétique. Or, 1 kilo de charbon contient beaucoup moins d'énergie qu'1 kilo de pétrole. Donc on est à une époque où pour aller chercher de l'énergie, pour alimenter le système industriel, qui est au cœur de nos démocraties occidentales à ce moment-là, il faut beaucoup de mineurs, des millions, et beaucoup de cheminots pour transporter le charbon d'un lieu à un autre. Or, il se trouve que dans la deuxième moitié du XIXe siècle, ces deux groupes sociaux, les mineurs et les cheminots, ont été les fers de lance du mouvement ouvrier et des mobilisations sociales de la fin du XIXe siècle, qui ont transformé une sorte de capitalisme sauvage qui faisait travailler les enfants, où les horaires de travail étaient de 12 heures par jour, etc., à une forme de capitalisme régulé dans un État-providence avec un certain nombre de droits sociaux à la fin du XIXe siècle jusqu'au milieu du XXe siècle. Eh bien, ce rapport de force, cette civilisation du capitalisme industriel sauvage dans un système de république sociale en France, on va dire, s'est fait, nous dit Timothy Mitchell, grâce au rapport de force conféré par la propriété biophysique du charbon aux mineurs et aux cheminots qui avaient un pouvoir de blocage de l'économie. La première grève générale du monde, c'est au tout début des années 1830 en Angleterre, dans le mouvement chartiste, je ne me souviens plus si c'est 32 ou 34, désolé. Pour la première fois, les grévistes sont en capacité de bloquer l'approvisionnement en charbon d'usines qui ne font pas grève et qui les empêchent de travailler. Donc il y a une capacité de blocage qui permet un certain rapport de force entre le monde ouvrier et les détenteurs du capital, on va dire pour simplifier, et qui permet un certain nombre de conquêtes sociales, de création de nouveaux droits qui bâtissent finalement la démocratie sociale des pays industriels du début du XXe siècle, et dont l'apogée pour nous en France est le Conseil national de la résistance, la sécurité sociale, etc. Arrive après cela le pétrole à la fin du XIXe siècle aux États-Unis et principalement à partir des années 50-60 en Europe occidentale. Et ça va déstabiliser beaucoup de choses parce que le pétrole, il est beaucoup plus dense en énergie. On a besoin de moins de travailleurs pour l'extraire et l'utiliser. Et en plus, il est essentiellement exploité ailleurs que chez nous en Europe par des travailleurs non syndiqués qui se retrouvent ailleurs au Moyen-Orient et qui ne jouent plus du tout le même rôle de rapport de force politique dans notre espace politique à nous. Et d'ailleurs, il y a 10% des crédits du fonds Marshall sont consacrés à l'achat de pétrole pour l'Europe. Et cet achat de pétrole, il se fait à des sociétés de la part de la France, par exemple, à des sociétés américaines qui exploitent le pétrole au Moyen-Orient. Donc toute une partie du plan Marshall a consisté à favoriser la pétrolisation de notre économie, qui reposait sur le charbon
jusqu'ici. Or, le charbon, c'est les mineurs qui étaient tous à la CGT et au PC à l'époque, les grandes grèves de 47, dans un contexte de guerre froide, etc. Pétroliser l'économie de l'Europe de l'Ouest, c'était aussi un enjeu dans la guerre froide. C'était aussi affaiblir la gauche dans les démocraties occidentales. Et du coup, Timothy Mitchell, je suis obligé de simplifier un peu le propos, nous montre que le passage du charbon produit localement dans nos sociétés démocratiques occidentales, donc permettant des forces sociales qui ont un certain contrepoids face à d'autres forces sociales, au pétrole dans lequel finalement on n'a plus de travailleurs qui sont liés dans notre espace politique à cette extraction d'énergie, et donc il y a une perte de rapport de force, prépare, nous dit Timothy Mitchell, le tournant néolibéral des années 70-80. Il y a un affaiblissement qualitatif des démocraties occidentales qui commence dans les années 50-60, nous dit-il, et qui prépare la contre-révolution néolibérale qui arrive un peu après. Donc vous voyez à quel point on ne peut plus penser la démocratie, on ne peut plus penser les rapports de force sociaux si on ne réintègre pas des facteurs qu'on appelait autrefois extrasociaux ou naturels, qui peuvent être les écosystèmes, l'énergie, les flux de matière. Et ça, c'est tout un enjeu d'évolution des sciences humaines et sociales dans lesquelles finalement on se remet à prendre en compte ces éléments-là pour comprendre la dynamique des sociétés. Alors ça, c'était mon premier point. J'ai combien de temps à peu près là? J'ai 5 minutes. Je vais faire 10 minutes. Bon. Deux points. Le premier, ça consiste à remettre quand même un petit peu en question l'idée d'anthropocène et ce mot d'anthropocène, parce que anthropos, donc l'ensemble des humains, kainos, nouveau, donc anthropocène, ça veut dire l'âge de l'humanité, l'âge dans lequel l'humanité est devenue force géologique. Et ce terme sous-entend que tous les humains seraient également responsables, qu'un Indien Kogi aurait la même responsabilité que le PDG de Total, puisque c'est un anthropos. Et donc il y a une sorte d'indifférenciation des responsabilités et des impacts derrière cette idée-là qu'il faut corriger par au contraire une attention et à souligner l'inégale répartition des conséquences des changements, des dérèglements planétaires, et l'inégale répartition des responsabilités. Et malheureusement, en termes social et géographiques, les groupes sociaux qui sont les plus responsables de ces bouleversements planétaires ne sont pas les plus touchés, ou sont les plus à même de se protéger parce qu'ils disposent de ressources, etc. Et donc, il faut réintroduire dans la notion d'anthropocène ces asymétries sociales, ce qui renvoie aux questions de justice sociale et de justice environnementale. Il faut également souligner, c'est ce que fait Naomi Klein dans son livre « Tout peut changer », que si nous avons autant procrastiné pour prendre un certain nombre de mesures environnementales depuis 50 ans, c'est parce que dans le même temps, on a eu une poussée d'un capitalisme financier, d'un néolibéralisme qui a dessaisi les pouvoirs publics et les a empêchés, leur a enlevé des marges d'action. Et donc qu'il peut y avoir des synergies entre l'évolution de la situation environnementale et l'évolution des rapports de force sociaux, la plus ou moins grande capacité à réguler le capitalisme dans nos sociétés. Donc il faut essayer de penser les deux ensemble. Et c'est ce qui a été proposé par le terme de capitalocène, qui consiste à dire le problème de ce qui bouleverse la planète, ce n'est pas l'humain en général, c'est un système de production et de consommation et de circulation marchande bien particulier qui a 5 siècles et quelques et dans lequel on se retrouve aujourd'hui avec des inégalités sociales qui sont probablement inconnues
depuis plusieurs siècles, plusieurs millénaires. C'est peut-être la première fois dans l'histoire de l'humanité et peut-être même dans l'histoire des autres espèces vivantes que 9 individus détiennent plus de biens que la moitié des autres individus de leur espèce. C'est 9 milliardaires aujourd'hui qui détiennent plus de richesses que la moitié de l'humanité. On est aussi dans une situation, c'est ce que souligne Thomas Piketty, dans laquelle le poids du patrimoine privé représente à peu près 7 fois le revenu national aujourd'hui, alors que c'était 3-4 fois dans les années 50-60, donc une période où la redistribution sociale fonctionnait beaucoup mieux. Et ce niveau de 7 fois, c'est à peu près le niveau de 1910, avant qu'on invente l'impôt progressif sur le revenu. C'est à peu près le niveau de 1789, avant la prise de la Bastille. Donc on est revenu à des niveaux d'inégalité dans nos sociétés qui sont extrêmement importants et qui nous replongent un peu en arrière dans ce qu'on croyait être une histoire du progrès social, mais on s'aperçoit qu'on a régressé de ces points de vue-là. Autour de la notion de capitalocène est apparu un concept très très important, mais je ne vais pas pouvoir le développer, c'est la notion d'échange écologiquement inégal. C'est l'idée qu'il y a des sociétés privilégiées, ce que les marxistes appelaient le centre versus la périphérie, dans les systèmes, la notion de système-monde de Immanuel Wallerstein, par exemple, qui ont la capacité à créer dans leur société un certain consensus social parce qu'ils ont la capacité de drainer des ressources du reste du monde. C'est le compromis fordiste, par exemple, de l'après-deuxième guerre mondiale, qui crée un certain consensus social entre le monde du travail par l'accès à un certain niveau de vie, à la société de consommation. Mais ce compromis, ce consensus, est rendu possible par une appropriation inégale et injuste des ressources du reste de la planète et une externalisation dans l'atmosphère, par exemple, ou alors des déchets qu'on envoie ailleurs dans le monde, en Indonésie, au Mexique ou en Afrique. C'est-à-dire que le type de consensus social qui est possible dans les pays du centre du système monde est possible parce qu'il y a un échange écologiquement inégal avec d'autres territoires sur la planète. Alors tout ça, c'est très débattu. Il y a des méthodologies qui, depuis 15 ans, ont quantifié les flux de matière, d'énergie, de déchets dans les échanges mondiaux. En tout cas, ça, pour nous, je ne vais pas rentrer dans ces éléments de travaux empiriques, mais peut-être on peut en tirer une conclusion politique qui est qu'il y a une schizophrénie de nos systèmes démocratiques occidentaux et de nos conceptions des droits de l'homme. Une schizophrénie entre notre territoire politique, c'est-à-dire le territoire français, dans lequel il y a un certain nombre de droits, un état de droit, des protections, des formes de régulation de la violence, d'atténuation de la violence des rapports de domination sociale, des droits humains qui sont là. Ça, c'est le territoire politique où on a réussi à civiliser un certain nombre de relations de domination. Et par ailleurs, nous avons notre territoire métabolique, qui est le territoire des flux de matière, des flux d'énergie, des flux de déchets. Or, ce territoire est beaucoup plus planétaire. Et ce territoire-là, il n'est pas régulé, ou très peu. Et donc, c'est un territoire où peuvent se perpétuer, à la périphérie, des violences extrêmement graves, des atteintes radicales aux droits humains, etc., etc. Et donc, on vit dans la schizophrénie entre notre territoire politique et notre territoire métabolique. Et donc, toute la question, c'est comment on réintroduit des droits de l'homme, comment on réintroduit du politique, comment on réintroduit de la démocratie à l'échelle de ce territoire métabolique qui correspond dans la réalité à la façon dont nous vivons, à ce dont nous avons besoin pour exister. Voilà. Alors ça, c'était mon deuxième point autour du capitalocène, et je vais terminer sur le troisième point qui répond plus directement à vos questions, sur en quoi ça peut nous appeler, ces évolutions de la planète, à renouveler nos visions des droits humains. Je vais dire deux choses. La première, qui est relativement simple, qui ne nous bouleverse pas trop, ça consisterait à dire
il y a 3 grands mouvements des droits humains depuis les derniers siècles. Il y a le mouvement des droits politiques, individuels, des Lumières. Il y a eu, fin 19e siècle et au 20e siècle, le mouvement des droits sociaux. On s'est dit les droits individuels ne suffisent pas. Le monde industriel génère un certain nombre de risques, de dangers, d'injustices qu'il faut essayer de compenser en créant ces droits économiques et sociaux. Les accidents du travail, l'inégalité face à la mort, le droit à la retraite, les assurances santé, etc., font partie de cette deuxième vague de droits qui ont servi qui partaient de l'idée qu'il faut protéger la société des dégâts et des risques du capitalisme industriel en instaurant des nouveaux droits qui aillent au-delà des droits individuels de la première vague. Donc ça renvoie à l'idée de Durkheim, protéger la société, Mauss, etc. La question aujourd'hui, c'est évidemment celle d'une troisième vague de droits. Si on est toujours dans une logique de protection de la société, l'enjeu c'est de protéger les sociétés humaines des nouvelles injustices et des nouveaux dangers que comportent les dérèglements planétaires et l'évolution, la dégradation de l'habitabilité de notre planète. Et donc du coup c'est ce que dit très bien Desmond Tutu, qui a été un acteur de la fin de l'apartheid en Afrique du Sud. Il dit les changements climatiques et les changements environnementaux et de biodiversité qu'on connaît aujourd'hui ne sont pas une simple question environnementale, ils sont devenus un enjeu majeur pour les droits humains. Comme je vous le disais, si la planète se dérègle fortement, la géopolitique va changer et la situation des rapports de force entre groupes humains peut se dramatiser au point qu'une série d'avancées que nous avons connues en termes démocratiques, en termes de droits humains, peuvent très bien se trouver menacées. Donc c'est le premier élément qui renvoie à cette idée qu'il nous faut une nouvelle vague, conquérir, construire de nouveaux types de droits qui soient à la hauteur des nouveaux risques et des nouvelles injustices qui sont créées par les dérèglements planétaires, un peu par analogie à ce qui s'est passé avec la conquête des droits économiques et sociaux au 19e et au 20e siècle. Alors ça, c'est, disons, le premier niveau assez facile à accepter. Et je dirais qu'il y a peut-être un deuxième niveau de révision de nos conceptions des droits humains qui va peut-être un peu plus loin et qui questionne un peu plus profondément nos paradigmes actuels, nos façons actuelles de penser les droits humains. Le premier, ça consiste à finalement prendre acte que l'Anthropocène représente d'une certaine façon une faillite de la promesse du progrès, qui est une grande promesse de la modernité industrielle, qui consistait à promettre que nous allons améliorer la condition humaine par la domestication, l'exploitation et la domination des non-humains. C'est ce que dit par exemple Saint-Simon au début du XIXe siècle. Il dit « Nous allons régler les inégalités sociales, finir la révolution, dit-il, en exploitant le globe. C'est en nous mettant tous ensemble, nous les humains, à exploiter plus efficacement toute la nature à l'échelle du globe entier que nous allons pouvoir mettre fin à nos différends intra-humains. » Donc il y a la promesse finalement d'une paix universelle entre les humains grâce à la mise au travail des non-humains de la terre, de la nature, selon comment on veut l'appeler. Et cette promesse, c'est lié à nos conceptions de la liberté, à nos conceptions du progrès, à nos conceptions de ce qu'est l'avenir meilleur tel qu'elle se constitue au XIXe siècle, comme un arrachement. Un arrachement, le futur, le progrès, c'est la possibilité de nous arracher au déterminisme naturel et biologique, c'est la possibilité de nous arracher aux inerties du passé, au poids de la tradition, etc. C'est cet idéal d'autodétermination des sociétés. Du passé, faisons table ronde, rase, et construisons un avenir meilleur dans lequel nous ne dépendrons plus ni du passé, ni de la nature.
C'est cette promesse-là qui est le cœur de la promesse de la modernité dans l'idéologie du progrès du 19e, dont nous sommes héritiers, qui quelque part est percutée par ce qui arrive avec l'Anthropocène. Pourquoi ? Parce que quelle sera la hauteur des océans en 2019 ? Est-ce que ça sera plus 30 cm ? Est-ce que ça sera plus 1,50 m ? Selon les cas, on n'aura pas du tout le même état de la planète, la même situation géopolitique, le même état de nos démocraties et des droits humains. Est-ce que c'est les sociétés des années 2100 qui vont être en état de déterminer l'état de la planète et de la démocratie et des droits humains et de à quoi ressembleront les sociétés, quelle marge de manœuvre elles auront en 2119 ? En fait, non. Il y a une inertie telle du système climatique que c'est nous, aujourd'hui, c'est nos choix d'aujourd'hui qui détermineront quelles seront les marges de manœuvre des sociétés du début du XXIe siècle. Donc, de ce point de vue-là, pour les sociétés des années 2100, elles seront profondément dépendantes du passé, dépendantes de phénomènes naturels. C'est tout le contraire de la promesse de la modernité. Elles auront moins de marge de manœuvre pour autodéterminer leur situation sociale et leur avenir, alors qu'on leur avait promis d'en avoir plus dans cette promesse du progrès. Et donc, on est dans une situation où il y a une mise en crise de nos conceptions du progrès, qu'on hérite de cette modernité industrielle, et qui, du coup, probablement, nous amène à questionner un certain nombre de valeurs ou de catégories qui sont présentes dans nos conceptions modernes de ce que sont les droits de l'homme. Et du coup, ça m'amène au deuxième point qui est les droits humains. Est-ce qu'on peut les restreindre aux humains ou qu'est-ce qu'on fait des réflexions sur les droits de la nature ? Dans quelle mesure il va falloir inclure dans le programme de la LDH la question des droits à la vie d'êtres vivants autres que les humains. Alors, le paradigme des droits de l'homme, finalement, vient du dualisme des sociétés modernes entre l'homme d'une part et la nature d'autre part. Un homme dont les droits viennent du fait qu'il est propriétaire de son corps, c'est John Locke. C'est parce que je suis propriétaire de mon corps que je suis propriétaire de mon travail, donc que je peux m'approprier certaines portions de la nature. C'est chez Descartes l'idée d'un homme sans milieu. Il dit, à un moment, je me suis figuré que mon esprit, ma pensée pouvait exister indépendamment de tout lieu. C'est la possibilité d'un esprit humain qui ne dépendrait d'aucun milieu. Donc aussi bien dans le modèle de Locke que dans le modèle de Descartes, la définition de l'humain, de ses droits, repose sur l'idée d'une vie humaine qui n'est pas dépendante de son environnement, de son milieu. C'est la négation, c'est la coupure. Il y a une sorte d'existence supérieure et transcendante de l'humain par rapport à toute la matérialité, à toutes les interdépendances qui peuvent se jouer dans le milieu. La question, c'est est-ce qu'il ne faut pas réécologiser notre conception des droits humains ? Est-ce qu'il ne faut pas prendre en compte, est-ce qu'il ne faut pas les axer, non pas sur une définition de l'humain comme coupé de tout attachement et de tout lieu, et est-ce qu'il ne faut pas au contraire redéfinir les droits de l'homme à travers l'interdépendance des humains avec des territoires, des milieux, des habitats, des interactions avec d'autres êtres. Et ça nous amène aux réflexions que vous aurez plus tard dans la matinée. Valérie Cabanès autour de l'écocide, cette idée qu'on atteint aux droits des peuples si on transforme, si on dégrade profondément leur milieu de vie. Ou encore les évolutions juridiques de ces dernières années qui donnent la personnalité juridique à des entités non humaines. Le fleuve Wanganui en Nouvelle-Zélande, qui a fait l'objet d'une protection juridique. En protégeant ce fleuve, on protège aussi un monde, une société qui vit sur ce territoire, qui lutte pour la défense de ses droits depuis plusieurs siècles, depuis la colonisation. Et donc, on peut utiliser
des constructions juridiques qui s'adressent à des entités non humaines pour défendre des droits humains. Et donc, voilà, il y a toute une série d'évolutions que justement vous avez l'intention de discuter ce week-end, de façon à repenser la question des droits humains au-delà des paradigmes qui ont été ceux de la modernité industrielle qui elle-même nous a plongés dans l'Anthropocène. Merci.